Si l'on compte 70 décès pour 800 000 accouchements en France, la Bourgogne fait figure de bon élève grâce à son réseau périnatal. Néanmoins, ce nombre pourrait être vu à la baisse en supprimant les facteurs de risque. Moi, j'en donnerais déjà au moins 3. Le premier, c'est 1, le poids. 2, c'est le tabac. 3, c'est l'âge. Clairement, on a une augmentation des complications maternelles et périnatales qui sont directement impactées par ces 3 facteurs. Le tabac et l'obésité doivent être pris en compte en anténatal de façon correcte pour minimiser les risques de façon extrêmement importante. L'âge, on est effectivement sur une des contraintes de société qui fait que, et on le sait bien, la moyenne d'âge augmente année après année lors des grossesses. Il y a les études, il y a la pression sur le plan professionnel, il y a les évolutions conjugales qui le font, mais clairement, on est quand même sur des risques pour la mère et pour l'enfant qui augmentent avec l'âge de la femme. 1%, c'est le nombre de décès périnatals en France. 2 tiers se produisent avant la naissance, 1 tiers après celle-ci. Les complications concernent principalement le manque d'oxygène et l'altération de la circulation sanguine. Il y a un certain nombre de complications qui sont liées à l'adaptation du nouveau-né à sa vie extra-utérine, qui sont plus ou moins graves. On peut citer en première ligne la plus compliquée qui est liée à l'anoxo-ischémie du nouveau-né et qui peut entraîner des complications très graves, voire mettre en jeu la vie du bébé. D'autres complications sont liées au fait que le bébé doit immédiatement commencer à respirer par lui-même et que certains bébés ont besoin d'un petit peu de temps pour se poser, pour s'adapter, pour prendre un rythme respiratoire correct. Et puis, il peut arriver qu'on diagnostique en salle de naissance des malformations qui n'avaient pas été repérées en anténatal et qui, comme des malformations cardiaques, peuvent mettre en jeu la vie du bébé. Fort de son unité kangourou, le CHU peut prendre en charge des nourrissons modérément malades. Ils pourront rester près de leur mère et recevoir les meilleurs soins. Soit le problème a été diagnostiqué en anténatal et on a pris le temps avec les parents de discuter le problème. Les parents ont pu rencontrer un spécialiste, par exemple en cas de malformation, pour discuter des possibilités thérapeutiques. Et à ce moment-là, notre prise en charge en salle de naissance tient compte du positionnement parental et du pronostic qu'on peut anticiper pour le bébé. Soit la situation est complètement inattendue et dans ce cas, on donne sa chance au bébé, on évite de faire de l'éthique en salle de naissance, sachant que la loi Leonetti nous permet dans les suites de passer en soins palliatifs si on se rend compte que le pronostic du bébé est très mauvais. À partir du moment où les choses paraissent à peu près claires pour tout le monde, où le pronostic est quasiment certain, à ce moment-là, les soins ne sont pas arrêtés, mais on continue avec ce qu'on appelle des soins de confort, c'est-à-dire qu'on arrête les soins actifs, mais on s'assure que les petits n'aient pas mal, n'aient pas faim, n'aient pas froid, etc. Auparavant considérées comme à risque, les naissances prématurées sont aujourd'hui banales puisque 8% des naissances le sont. Des nourrissons qui n'ont pas pu aller à terme mais qui gardent toujours environ 98% de chances de survie. Donc maintenant, c'est une évidence pour tout le monde qu'un enfant qui naît au 7e mois de grossesse doit être pris en charge de façon anticipée, au mieux, etc. Et puis, on est maintenant dans la prise en charge au 6e mois, et ça fait en gros une dizaine, quinzaine d'années. Et globalement, on est tous d'accord pour dire que 25-26 semaines d'aménorrhée, donc on est à 5 mois et demi de grossesse. C'est-à-dire à partir du moment où l'enfant est globalement a atteint le fœtus, dont le poids est estimé par échographie, est aux environs de 1000 grammes, que véritablement, à ce moment-là, on est sur des points qui sont tout à fait favorables, 750-800 grammes étant des poids tout à fait raisonnables également pour cette prise en charge, c'est-à-dire permettant le mieux en termes de qualité de vie par la suite. Et puis on a des discussions maintenant pour savoir si c'est ce qu'on fait à 22, 23, surtout 24, 25 semaines d'aménorrhée pour prendre en charge de façon correcte ces enfants. Avec un élément pronostic, c'est où il naît, dans quelles conditions il naît,
sur le plan obstétrical et sur le plan pédiatrique. Est-ce que la prise en charge est optimale d'emblée? Est-ce qu'on évite son transport, y compris par hélicoptère, etc. Parce qu'il faut véritablement transférer la mère et non pas transférer simplement le nouveau-né. Et puis après, qualité des soins, et les soins de réanimation et autres se sont améliorés de façon considérable. La préparation des enfants à la naissance avec les corticoïdes, des fœtus, a considérablement amélioré également les éléments pronostiques. Et puis après, il faut un accompagnement. C'est-à-dire que si non seulement il faut que l'enfant ait un examen clinique et une imagerie, scanner, IRM, échographie, etc., et qui soit satisfaisant en plus de l'examen clinique au moment de sa sortie, mais également qu'on accompagne, qu'on continue à surveiller et à accompagner ces enfants pour s'il y a des petits dysfonctionnements, qu'on puisse les repérer suffisamment tôt pour les corriger et faire en sorte que quand cet enfant, éventuellement grand prématuré, va entrer en CP, il est à ce moment-là corriger éventuellement tel ou tel dysfonctionnement et qui lui permettent d'acquérir l'écriture. La lecture, c'est-à-dire les choses qu'on appelle fines, qui ne sont pas ce qu'on appelle le handicap majeur, mais on sait bien que quand il y a des difficultés d'écriture, de lecture et autres, ça altère quand même considérablement le devenir en termes de qualité de vie de cet enfant et de cette famille. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.